pour tous ces feedbacks avec pas mal de partis pris. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont des vraies visions, des vraies opinions et qu'effectivement, il faut faire évoluer le marché dans le bon sens. Alors ce matin, on a fait un petit panorama des tendances data et CRM. J'en avais gardé une pour tout de suite. On vous a bassiné les oreilles avec le big data pendant les 2 ou 3 dernières années. Attendez-vous à ce que dans les prochains mois, tout le monde vous bassine les oreilles avec le terme IA ou AI, intelligence artificielle. Donc juste, voilà, quelques insights pour les gens comme moi qui ne sont pas forcément nés avec la data. Quand vous allez... quand votre direction, votre COMEX, votre CODIR va venir vous voir en tant que CMO, directeur digital, pour vous demander votre avis, voilà quelques insights pour vous aider un petit peu à réfléchir sur le sujet. Alors, c'est pas un sujet nouveau dans le sens où c'est un sujet qui fascine depuis longtemps. Hein. Si vous regardez 2001, Odyssée de l'espace, Wargames, pour les gens un peu plus vieux qui se rappellent comment à l'époque, voilà, on avait l'ordinateur qui devient fou, qui déclenche une guerre mondiale. Bon, tous les Terminators, et il y en a un paquet. Heure avec le super, on va dire, assistant virtuel qui est tellement personnalisé qu'on en tombe amoureux. Et puis, je pourrais vous mettre des tonnes et des tonnes de films de science-fiction. Ça fait des années, voilà, qu'on nous parle de l'homme-machine, du cyborg, du futur, des machines qui prennent le pouvoir. Finalement, voilà, ça nous fait tous un petit peu fantasmer. Ce qu'il faut se dire, c'est que le premier développeur ou le premier programmeur, en fait, c'était une programmeuse et c'était 1843. C'est la première personne à avoir codé ce qu'on appelle un programme. Donc, comme quoi l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau et comme quoi, pourtant, les filles devraient y en avoir encore plus dans la programmation puisque c'est elles qui ont inventé le sujet. Alors, évidemment, je vous passe toutes les étapes de l'informatisation du Minitel à nos jours. Si on parle vraiment d'intelligence artificielle, en mai 97, vous vous rappelez peut-être, IBM qui s'est fait une super pub finalement en essayant de rendre ça un peu plus tangible en faisant se battre Deep Blue, leur super ordinateur, contre Kasparov et qui effectivement l'a battu en mai 1997. Alors plus près de nous en 2016, un jeu plus compliqué, le Go, jeu asiatique beaucoup plus complexe encore que les échecs. Et là, pour la première fois, AlphaGo, donc la DeepMind de Google, a battu le super champion coréen. Je crois qu'il était à 12 ou 18 fois champion du monde et qui s'est fait battre par la machine. Et en fait, si on regarde tout ça, il y en a beaucoup qui nous parlent de singularité. La singularité, c'est Kurzweil qui nous en parle beaucoup. Il nous dit finalement il y a un point où l'intelligence machine, elle va vraiment dépasser, et pas progressivement, mais vraiment brutalement, de manière exponentielle, l'intelligence humaine. Alors après, soit elle va nous remplacer, soit on va s'interfacer avec elle. Alors est-ce qu'on va se greffer de l'intelligence machine sur nous et on va devenir des transhumains à droite? Du coup, notre intelligence humaine, elle va aussi accélérer. Ou est-ce que les machines vont directement nous remplacer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière le terme intelligence artificielle, en fait, c'est un fourre-tout. Il n'y a pas de définition officielle, on se retrouve avec plein de technologies. Donc on a le machine learning, les logiciels qui sont auto-apprenants et qui vont pouvoir eux-mêmes identifier des choses dans la data. On a tout ce qui est le traitement du langage et de la donnée, donc être capable d'interpréter un texte, comprendre le sens, par exemple pour les moteurs de recherche, comprendre aussi tout ce qui est le langage. Donc là, on voit des nouveaux agents, avec lesquels on peut discuter vocalement. Il y a évidemment toute la robotique et l'automatisation, puis il y a aussi tout ce qui est autour de l'interprétation de la vision, reconnaître un visage, reconnaître une forme. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses, ça phosphore. Pour faire simple, en gros, tant qu'en général, c'est en R&D, on parle d'AI et souvent après, on va parler du nom de l'application métier. Donc l'AI ajouté au CRM, finalement, on va dire c'est le nouveau super CRM, super intelligent et on va un peu oublier l'AI. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va mettre de l'AI autour de tout. Si on devait faire simple, voilà, c'est transformer les données en actions intelligentes. Donc évidemment, grâce à la data, voire à la big data, plus j'ai de données, plus je peux la stocker dans le cloud, plus évidemment je vais pouvoir l'exploiter. Et si je schématise de manière très simpliste, je vais faire hurler les DSI et les directeurs digitaux, mais en gros, je vais récupérer de la donnée via différents capteurs ou via de l'acquisition de données, je vais la stocker, je vais la traiter, je vais ensuite
grâce à de l'AI, faire mouliner des services, et ces services, ils vont être accessibles via différents points de contact. Ça peut être un chatbot, une app, une enceinte connectée. Voilà. Et pour tout ça, je dois mettre en place une infrastructure pour pouvoir le faire. Des exemples très simples, reconnaissance visuelle, voilà, une application, je prends un panneau qui n'est pas dans ma langue, c'est capable de reconnaître l'écriture, la langue, et automatiquement de me le traduire. Là, c'est Mark Zuckerberg qui nous faisait voilà, un petit clin d'œil avec ses parents qui débarquent, la porte qui est capable de les reconnaître visuellement et donc du coup de le prévenir qu'ils sont arrivés. Donc là on est dans la reconnaissance visuelle. À l'époque, là encore, IBM qui bat Jeopardy, les deux champions, et donc là on a de la reconnaissance vocale. Et puis effectivement en ce moment il y a beaucoup on va dire d'innovation autour de ça. Vous avez vu Amazon Echo, 8 millions d'enceintes vendues aux États-Unis. En ce moment lancé en Angleterre, en Allemagne, arrive en France bientôt. Google Home qui suit la même chose. Et puis on a eu la petite annonce la semaine dernière au show Hello d'Orange. On a Jingo qui va être, on va dire, l'enceinte vocale d'Orange. Donc on voit que voilà, tout ça, ça nécessite de l'intelligence artificielle pour récupérer le langage, le traiter, être capable ensuite d'y répondre avec différents services et le faire de manière vocale. Et donc l'idée derrière toutes ces technologies, c'est quand on les mixe. Et effectivement, quand aujourd'hui vous voyez l'autopilote de Tesla ou la Google Car qui se conduit toute seule, ou là c'est l'exemple d'Uber à Philadelphie, à Pittsburgh, pardon, et ben en fait on va mixer de la reconnaissance visuelle, du traitement en temps réel pour être capable, effectivement, que la voiture puisse à la fois comprendre sa vitesse, où elle est positionnée, s'il y a quelque chose dans la rue qui est imprévu, et d'être capable de réagir à tout ça. Donc c'est finalement beaucoup d'intelligence, et évidemment cette intelligence artificielle, elle fascine, elle intéresse. On a d'un seul coup plein de startups qui sont en train d'exploser dans tous les sens. Ça, c'est au niveau mondial. En France, il y a déjà plus de 180 startups listées dans ce domaine-là, avec plein de sous-sujets. Bon, on a la chance aussi d'avoir plein d'experts français dans toutes les grandes entreprises, et d'ailleurs beaucoup dans la Silicon Valley, entre autres, sur ce sujet de recherche. Et puis d'ailleurs, on a énormément d'instituts de recherche publics, de grandes écoles qui sont pillé avec joie par tous les acteurs internationaux, parce qu'on a un vrai savoir-faire et une vraie connaissance là-dessus. Alors évidemment, selon les industries, l'intérêt est différent. On voit qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de la santé, de la fintech, du retail, du commerce, voilà, c'est des domaines dans lesquels il y a déjà énormément de rachats, mais si on regarde bien, il y a eu plus de 2250 rachats de start-up depuis 2012 pour plus de 15 milliards de dollars autour de l'intelligence artificielle. Donc tout le monde est en train de se muscler, tout le monde est en train de racheter des briques, des technologies pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle. Voilà, je vous ai mis un certain nombre d'acteurs que vous connaissez ici. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu voilà, les déclarations catastrophiques. Donc eBay, le PDG qui nous dit, voilà, si vous n'avez pas une stratégie d'intelligence artificielle, vous allez mourir dans le monde qui vient. Alors oui, peut-être, on fera faillite, on va peut-être pas mourir. SoftBank, qui n'est pas une banque, qui est un groupe télécom japonais, par contre, lui, c'est assez intéressant, il nous dit, voilà, je suis vraiment convaincu que la capacité, la singularité, le moment où l'ordinateur va nous dépasser, alors bon, il avait dit ça quand même à 2047, va arriver quand même plus vite qu'on pense, et je suis vraiment en train de mettre des sous de côté pour pouvoir investir. Il est en train de créer un fonds de 100 milliards de dollars, et il fait un appel à tous les autres annonceurs en disant on n'y arrivera pas tout seul, il faut mutualiser nos moyens parce que ça coûte très cher, mais en même temps c'est hyper important de le faire parce que si on ne le fait pas, demain on ne sera pas capable de lutter. Alors, on va juste mettre le son, s'il vous plaît, si on peut remettre la vidéo au début. Alors, je mets un petit passage de Laurent Alexandre sur le sujet, qui est un peu moins mesuré que moi. La révolution de l'intelligence artificielle, elle s'est déployée en fait il y a moins de 1000 jours. Les premiers grands succès de l'intelligence artificielle, c'est 2012. On n'y croyait pas vraiment. Et là, c'est un feu de forêt maintenant. Donc, les politiques, les entreprises, la société civile n'a pas encore mesuré tout l'enjeu de cette révolution de la technologie de l'intelligence artificielle. Il faut maintenant qu'il y ait dans toutes nos sociétés une réflexion sur l'école, sur l'évolution de l'entreprise, de la formation professionnelle des adultes. C'est un chantier pour les décennies et les décennies qui viennent. C'est un chantier majeur. Les politiques qui, globalement, sont des handicapés informatiques ne comprennent pas du tout ces enjeux-là. Peut-être faudrait-il que les électeurs réorientent leur vote vers les hommes politiques qui comprennent la technologie et qui sont capables d'adresser ces enjeux majeurs. Parce que si nous ne réglons pas ce problème majeur de l'homme
du cerveau biologique face à l'intelligence artificielle, nous allons être dans une situation révolutionnaire et le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis sembleront de bien petites choses par rapport à la vraie révolution que l'intelligence artificielle pourrait mener si nous ne réorganisons pas l'école et le marché du travail. Voilà, sur ces mots très positifs et optimistes. Effectivement, qu'est-ce que on peut faire aujourd'hui ? Alors évidemment, il y a toutes ces startups avec lesquelles vous pouvez vous interfacer et je vous invite vraiment à regarder leur offre. Vous pouvez aussi investir ou les racheter, mais vous voyez, ça va coûter de plus en plus cher. Et puis, on voit tout un tas de grands acteurs, j'en ai mis quelques-uns, IBM, Microsoft avec Cortana, Nvidia qui faisait des puces, des cartes graphiques pour les gamers qui aujourd'hui a cette capacité de calcul et propose aussi pas mal de solutions, Apple avec Siri, Amazon avec Alexa, Google avec DeepMind, Salesforce avec Einstein, OpenAI aussi, parce qu'il y a aussi de l'open source sur le sujet. Si je vous donne un exemple, IBM Watson, qui était un des premiers à beaucoup prendre la parole sur l'intelligence artificielle, exemple très concret avec North Face, vous allez sur le site, vous pourrez cliquer si vous allez sur les slides. Aujourd'hui, au lieu de vous montrer tous les produits et les catalogues, vous allez avoir un chatbot qui va vous demander, vous voulez acheter un manteau aujourd'hui, ok, vous voulez partir, c'est pour partir où et quand, là je l'ai mis pour aller à Aspen en octobre, vous voulez quelque chose pour un homme ou pour une femme, je vais lui préciser et en fait automatiquement, il va customiser, personnaliser, adapter le site web. Il va d'ailleurs, à gauche, continuer à me poser des questions pour affiner mon choix. Donc là encore, on passe un peu de... Avant, on avait le mass media qui devient ciblé, on l'a vu avec TF1 et les régies juste avant. Là, on passe un peu à l'expérience client qui devient plus intelligente, plus sur mesure, plus sympathique, grâce à cette intelligence derrière. Microsoft avec Cortana qui va être maintenant aussi disponible, je sais plus, chez quelques constructeurs automobiles, face à Alexa chez Ford. Eux, ils font un déploiement sur plein de types de points de contact. Là, c'est avec Skype, un bot intelligent avec Expedia. Vous pouvez tout faire par chat, mais si vous voulez, si c'est pas suffisant, vous pouvez appeler via Skype un agent et à ce moment-là, on passe de l'automatisme à l'humain. Donc l'idée aussi, c'est l'IA, elle n'est pas forcément pour remplacer, elle peut être complémentaire à l'humain. Et chez Cortana, vous pouvez voir tout, un exemple de ce qu'on peut faire, mais c'est à peu près la même chose pour tout le monde. On peut faire de la reconnaissance vocale, on peut faire de la reconnaissance d'émotions, de texte, de la traduction automatique. Enfin, ils ont tout un tas d'exploitations différentes, librairies d'IA. D'ailleurs, ils ont une galerie que vous pouvez aller voir avec pas mal d'exemples concrets d'entreprises là-dessus. Google DeepMind, alors pour le moment, c'est encore un peu sous l'eau. Ils l'utilisent d'abord pour eux, pour améliorer. Là, par exemple, ils ont réduit leurs dépenses d'énergie de 40% dans leur centre de data en optimisant mieux l'utilisation de l'énergie. Puis après, ils sont en train de travailler beaucoup sur la santé, mais on ne sait pas exactement encore ce qui sort. Donc là, on ne peut pas encore l'acheter sur étagère. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est aussi dans le retail. C'est tout le back-office, finalement, la logistique, le pilotage. Vous voyez, ça, c'est en Chine, par exemple. Tous ces petits robots qui sont capables de prendre les paquets, d'abord les peser, de reconnaître avec un QR code leur provenance et d'aller les diriger effectivement pour les mettre au bon endroit. Et puis évidemment, ça marche 24, 7 jours sur 7. Il faut 5 minutes par heure pour qu'ils se rechargent. Ils vont se recharger tout seuls. Donc c'est super, ça permet de remplacer plein de gens. Chez Amazon et chez d'autres retailers, ils ont d'autres systèmes à peu près similaires qu'on va voir un tout petit peu après. Là on les voit en train de se recharger. Ça c'est chez Amazon, c'est directement le même système, ça vous amène directement à l'opérateur, finalement ça l'évite de se déplacer, c'est le produit qui vient directement à vous et qui sait optimiser les choses. Alors il y a même des modèles un peu plus grands, on peut carrément déplacer des voitures, il n'y a pas de problème, on peut faire tout ça sans vous, il y a pas de souci. Donc là aussi dans le retail, plein de nouveaux acteurs, plein de nouvelles startups, je pourrais prendre chaque verticale, dans les fintech, dans la santé, dans la recherche, il y a plein de nouvelles solutions et de nouvelles startups. Chez Salesforce, ils vont ajouter de l'intelligence artificielle au CRM. Donc là, vos commerciaux, on va leur dire quand est-ce qu'il faut rappeler les prospects.
On va leur redonner tout un tas d'idées. On va vous permettre de personnaliser le site aussi intelligemment pour l'audience. Facebook, ils ont M sur lequel ils sont en train de travailler pour vous proposer demain un moteur de chatbot super puissant pour être capable de mieux interagir. Donc pour le moment, il est encore plutôt en R&D. Il y en a quelques-uns qui le testent, mais il n'est pas complètement ouvert. Et on parlait d'Amazon avec Amazon Echo. Son petit nom, c'est Alexa. Là, l'exemple de Voyage SNCF qui fait des tests. Et là, c'est pas je vais juste pouvoir ce que je faisais par un navigateur ou par un chatbot le faire à l'oral, c'est je vais carrément poser des questions plus du genre j'aimerais bien aller me baigner et l'enceinte est capable de comprendre que se baigner c'est dire aller à la mer c'est quelles sont les villes en France où on peut aller à la mer et on va pouvoir vraiment en 2-3 demandes comme ça être compris et interprété par quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'un simple moteur de recherche ou une navigation. Alors évidemment pour finir, il y a toujours quelques risques et quelques dangers. Il faut bien qu'on se fasse un petit peu peur. Enfin bon, on a quand même Stephen Hawking, Elon Musk et Bill Gates, qui ne sont pas les derniers, qui sont pourtant fans de technologie, qui nous mettent un tout petit peu en garde de la nécessité de border certaines choses en termes d'éthique, de risque, par rapport à la prise de contrôle des machines. Alors Elon Musk, en même temps, il nous dit que le meilleur moyen d'y résister, c'est de se faire greffer soi-même de l'informatique dans le cerveau. Facebook, là, ils ont récupéré la directrice de la R&D du DARPA, donc on va dire l'organisme de recherche de la défense américaine, et là ils veulent faire quelque chose qui soit à terme dans les 2 ans capable de lire 100 mots à la minute auxquels vous êtes en train de penser. Donc sans interface, donc il y en a déjà qui nous disent c'est génial, Facebook va pouvoir lire toutes nos pensées dans le futur, c'est super. Neuralink, ça c'est Elon Musk, donc lui, même s'il nous met en garde à côté, là aussi il est en train de nous faire une machine pour pouvoir lire nos pensées. Il nous dit j'adore les cyborgs. Boston Dynamics, on les a déjà tous vus avec le Atlas, donc ce robot et tous les autres qui vont avec, qui sont maintenant capables de se déplacer, soulever des charges et devenir de plus en plus intelligents. Alors évidemment, autant la Maison Blanche précédente était déjà en train de se dire que potentiellement jusqu'à 47% des jobs américains seraient peut-être impactés par l'AI, autant la nouvelle, ils ont l'air un petit peu plus aux fraises, puisque en gros le secrétaire américain au Trésor nous a dit oui, moi l'AI c'est pas du tout dans notre radar, ça sera pas avant 50 ou 100 ans, donc ce qui a fait beaucoup rire toute la Silicon Valley, puisqu'ils ont dit mais c'est bien sûr, et effectivement voilà, il y en a qui nous dit Alexa, donne-moi le nom des gens les plus décalés de la réalité dans notre pays. Voilà, Obama pour le coup, eux avaient beaucoup plus bossé sur le sujet pour montrer que ça arrive plus vite qu'on le pense. Chez JP Morgan, ils avaient tout un tas d'avocats qui vérifiaient la compliancy de certains contrats et finalement, ils l'ont remplacé par un algorithme. 360 000 heures d'avocats en moins, ça fait une petite économie. Demain, il y aura un vrai sujet sur le pouvoir de vie ou de mort qu'on délègue aux machines, parce que très concrètement, quand une voiture autonome doit faire le choix de ne pas pouvoir éviter un accident, est-ce qu'elle tue ses passagers, est-ce qu'elle tue les piétons, voilà, ça va être à nous de décider ce qu'on lui décide de faire, elle n'aura pas le choix. Donc demain, que ce soit en termes de liberté, de vie privée, d'éthique, de sécurité, de responsabilité, de limite, de projet de société, d'emploi, de souveraineté, de contrôle, voire d'arrêt, il y a des vrais sujets à se poser. Moi, je pense que l'IA, ça va être un vrai plus pour faciliter, automatiser certaines tâches qu'on ne veut pas faire, pour être plus malin, plus intelligent. Maintenant, le plus gros risque, c'est peut-être de tous devenir des gros feignants. C'est pas forcément la machine qui va essayer de nous tuer, c'est peut-être nous qui allons être contents de rien faire. Voilà, et je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous allez voir, le sujet va pas arrêter d'être discuté dans les mois qui viennent. Ça, c'est sûr. C'est une prédiction sur laquelle vous pouvez compter. Merci.